Vous écoutez l'épisode 38 du podcast La boîte à outils des parents, quand les parents sont en désaccord sur l'éducation. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. S'il y a une chose à ne pas faire quand on devient parent, c'est remettre en cause les décisions de l'autre parent devant son enfant. Je pense qu'on vous l'a dit et répété, c'est bien ancré. Oui, mais en pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Avant de vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques et les astuces à mettre en place pour l'éviter, j'aimerais d'abord vous rappeler pourquoi c'est si mauvais. Je vais prendre un exemple pour appuyer mon propos. Un exemple que j'ai vu dans Super Nanny. Il y a la maman qui est à la maison avec les 3 enfants. C'est l'anarchie là-dedans, évidemment, sinon Super Nanny ne se déplacerait pas. Il y a un enfant, je me rappelle même plus si c'était une petite fille ou un petit garçon, qui joue et qui crie. Je me rappelle plus exactement l'origine des cris, mais c'était à cause d'un jouet. La maman, toute seule à devoir gérer ça, en plus de ses autres enfants, en plus de préparer le repas, en plus de s'occuper des bains, etc., prend le jouet, le confisque. Évidemment, l'enfant hurle encore plus. Sur ce, le papa rentre de son travail. Le papa, après sa journée de travail, arrive chez lui et y trouve une anarchie. Tout le monde hurle sans qu'il ne sache pourquoi. Il faut dire qu'il ne cherchait pas beaucoup à connaître la genèse de cette situation. Toujours est-il que quand il rentre chez lui, tout le monde hurle. Ça lui fait pas plaisir, mais je pense que ça ferait plaisir à personne de vivre cette situation, qu'on arrive dans la scène ou qu'on y soit depuis le début. Le papa avait au contraire la vraie volonté de rentrer chez lui et de se reposer de sa journée. Ce qu'on peut comprendre aussi. Bon, c'est pas le cas, il ne peut pas faire ça. Mais n'empêche qu'il finit par comprendre que l'enfant qui hurle, du moins l'un d'entre eux, hurle parce qu'il veut le jouet que la maman vient de confisquer. Donc le papa, qui veut, on le rappelle, se poser, rend le jouet à son enfant de façon, on s'en doute, à ce que l'enfant arrête d'hurler. Tout cela devant le regard ébahi de la maman qui venait de confisquer le jouet. Je sais plus bien comment cette histoire a fini, mais heureusement que Super Nanny était là pour remettre les choses d'équerre. Parce que ce que le papa a fait dans cette situation, c'est qu'il a décrédibilisé la maman. Hop, l'autorité de la maman squeezée. Alors on peut penser que si c'est une situation répétée maintes et maintes fois, l'autorité de la maman est quasi nulle pour ses enfants. Ce que je vous décris là est une situation sans doute un peu extrême que j'espère vous ne rencontrez pas trop souvent. J'espère que le niveau sonore est un peu plus bas chez vous. Mais peut-être que tout de même, la situation où l'un des parents interdit ou autorise quelque chose à son enfant, et l'autre, une minute après, ou un peu plus longtemps, repasse derrière en disant l'inverse, arrive un peu plus souvent. Et à cette occasion, les parents se disputent devant les enfants. Pourquoi ne faut-il pas contredire son coparent devant ses enfants ? Je trouve que c'est mieux si on élève nos enfants dans une ambiance sereine, calme et apaisée, c'est-à-dire sans cri. Je suis sûrement dans le monde des bisounours en disant ça. Je vous rassure, chez moi ça crie aussi. Mais justement, c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur. Quand je suis tombée enceinte, je déteste cette expression de tomber enceinte, genre on tombe et paf, on est enceinte. Bref, quand je suis devenue enceinte de mon premier enfant, j'ai réfléchi un peu à comment je voulais l'élever. J'avais en tête de pas me mettre la barre trop haut, donc je me suis limitée à 2 principes, parce que c'était 2 choses que je pouvais prévoir. J'ignorais encore tout de la parentalité à cette époque-là, évidemment. Donc je me suis dit, je veux pas taper mes enfants et je ne veux pas leur crier dessus. On connaît toutes et tous l'expression « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Ça n'a pas loupé. Dans les premières années de parentalité, j'ai crié et tapé. J'ai pu me rendre compte, ce que je savais déjà mais j'avais probablement besoin d'essayer, que ça ne fonctionne pas. Sauf que crier, pas taper, mais crier était devenu habituel. Dès que j'avais besoin d'insister un peu, je criais ou à tout le moins j'haussais le ton. Mais comme ça ne me convenait vraiment pas, j'ai baissé le ton. À chaque fois que je parlais à mon fils, je le faisais un ton en dessous de ce qui sortait instinctivement. Et petit à petit, j'ai réussi à ne plus crier. Alors parfois je fais ma grosse voix, mais quand même, pour moi, ce n'est plus crier. Mais comme je vous disais, je crie encore de temps en temps, parfois je suis trop énervée, trop impatiente ou trop fatiguée. Ça m'arrive aussi, je suis humaine et donc, oui, je crie. Mais si vous criez chez vous, d'une part, il est possible de réduire les cris pour n'en faire que lorsqu'il y a des moments avec une urgence ou un danger, soit lorsque vous n'en pouvez plus.
Or, si vous contredisez votre coparent devant votre enfant, on peut supposer que c'est dans une situation déjà tendue. Vous risquez donc, tous les deux, de vous mettre en colère encore plus et de crier devant vos enfants. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas contredire son coparent devant ses enfants, c'est parce que, et ça rejoint la première raison, si vous vous disputez tous les deux devant votre enfant se retrouve au milieu en se disant que c'est lui la cause de la dispute entre ses parents. Il peut déjà se sentir triste que ses parents se disputent, mais aussi il peut se sentir coupable. Et la culpabilité n'est jamais bonne et encore moins ressentie par nos enfants. L'enfant va vouloir régler le problème, c'est-à-dire se mettre dans un rôle dans lequel il n'a pas à être, surtout pour un problème qui n'est pas le sien. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui provoque le désaccord et donc la dispute entre les parents. C'est peut-être lui l'élément déclencheur, mais ce n'est pas la cause à plus grande échelle. La troisième raison est que ça sape l'autorité du coparent. Les deux parents doivent être, pour les enfants, des figures stables de certitude, de confiance, d'assurance. Lorsque l'un des parents contredit son coparent, ce dernier est infantilisé par le premier. Il perd donc, aux yeux de l'enfant, cette image de stabilité, de certitude, de confiance et d'assurance. Quand je disais dans mon exemple que la maman n'a plus d'autorité, c'est le cas. Si le papa contredit la maman, pourquoi les enfants ne le feraient pas? Et c'est d'ailleurs très certainement pour ça que l'enfant hurlait autant pour avoir son jouet. Si son papa peut remettre en cause l'autorité de la maman, pourquoi pas lui? Il est important de faire bloc, de faire montre d'unité pour justement avoir cette image de stabilité, de certitude, de confiance et d'assurance. Et la quatrième raison est que les enfants, loin d'être bêtes, vont en jouer. Ils vont demander à l'un des parents, puis à l'autre, s'ils n'obtiennent pas une réponse satisfaisante. Alors là, je dois dire que c'est pas forcément évident. Ce n'est pas évident si les parents ne sont pas l'un à côté de l'autre au moment où l'enfant émet sa demande. Ce n'est pas évident d'être aligné. Il y a certains parents qui, pour ne pas se contredire sans le savoir, ne prennent pas de décision. Ils disent à leur enfant « Qu'est-ce qu'elle a dit maman ?» ou « Qu'est-ce qu'il a dit papa ?» Du coup, l'enfant fait un ping-pong sans réponse. C'est un travers à éviter évidemment, mais c'est tout de même mieux que d'avoir deux avis différents sur le même sujet. Maintenant que vous avez vraiment compris pourquoi il ne faut pas se contredire entre parents, je vais vous donner quelques astuces pour l'éviter justement. Commencez par quantifier et qualifier les moments où vous contredisez votre coparent. À quelle fréquence ça arrive? Quel est le ton à ce moment-là? Est-ce que vous criez ou non? Après tout, vous n'êtes pas obligé de crier. Quel est le sujet? Et qu'est-ce qui vous fait vous opposer à votre coparent? Si la fréquence est élevée, si vous criez, chers parents, il est temps de faire quelque chose. Vous êtes au bon endroit. Mais si vous ne criez pas, que ce n'est pas très fréquent, il faut quand même l'éviter. Je vous demande d'identifier pourquoi vous vous opposez, mais vraiment. Pourquoi vous vous opposez à votre coparent? Creusez un peu pour identifier la raison parce que généralement c'est un problème de valeurs. Les valeurs, on en a une dizaine, un peu plus, un peu moins, et c'est le moteur de notre être psychique. C'est ce qui nous fait avancer. Quand les choses sont contraires à nos valeurs, elles nous révulsent, elles nous insupportent. Si vous avez la valeur de la non-violence par exemple et que votre coparent se montre violent dans ses gestes ou dans ses mots, vous n'allez pas pouvoir laisser faire. Donc vous allez intervenir et contredire votre coparent. Je vous rappelle au passage que la violence physique ou verbale, sans parler de maltraitance, est une violence éducative ordinaire qui est interdite par la loi et qui fait des ravages sur les enfants qui vont, une fois adultes, en porter les stigmates. Ça peut être le cas avec d'autres valeurs, avec d'autres choses. Je vois souvent le cas de l'un des parents autoritaires et de l'autre bienveillant. L'un pense qu'un enfant doit obéir, un point c'est tout. L'autre pense que pour que l'enfant obéisse, il faut lui expliquer. C'est deux approches complètement différentes et antinomiques. Je vous conseille donc de discuter avec votre coparent quand les enfants ne sont pas là, mais vraiment pas là, parce qu'ils ont toujours des oreilles qui traînent. Discutez avec votre coparent pour identifier vos valeurs. Vous retrouverez, je pense, des valeurs en commun et d'autres qui ne le sont pas. Essayez alors de construire une passerelle entre les valeurs antinomiques pour trouver un fonctionnement qui convienne aux deux parents. Il est important de faire ça à tête reposée lorsque les parents sont calmes pour que la discussion soit constructive et ne tourne pas en pugilat. Je pense également qu'il faut se mettre d'accord que, par principe, lorsque l'un des parents a pris une décision, l'autre le soutient même s'il n'est pas d'accord. Et ça, c'est coton. Parce que si le sujet du désaccord est vraiment quelque chose qui est contraire à nos valeurs, c'est difficile de se taire et de ne pas intervenir. Pour reprendre l'exemple de la violence physique, je pense qu'il faut vraiment intervenir. Je sais, je m'auto-contredis, pourtant je suis toute seule, Mais vraiment, il faut protéger les enfants. Si c'est de la violence verbale, même chose. Si un des parents dénigre l'enfant en disant par exemple qu'il est un bon à rien, je vous encourage à mentionner le fait que c'est pas parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé et donc que l'enfant n'arrive pas à faire quelque chose
que c'est un bon à rien de façon générale. Je pense qu'il faut amener un peu de mesure et de subtilité à cette remarque. Par contre, si l'un des parents décide d'une autorisation ou d'une interdiction, là, à chaque fois, le coparent, même s'il n'est pas d'accord, doit faire bloc. Ce que je conseille à mes clients et mes clientes quand ça arrive, c'est que le deuxième parent renvoie l'enfant vers le parent qui a pris la décision. Je vous donne un exemple pour expliquer mon propos. Un des parents a interdit à l'enfant de regarder la télé. L'enfant vient se plaindre à l'autre parent. Ce deuxième parent, lui, aurait donné l'autorisation. Il ne peut pas dire « mais si, il va regarder la télé ». Par contre, ce qu'il peut faire, c'est encourager l'enfant à aller demander à l'autre parent pourquoi il ne veut pas et à quel moment il pourra. De façon à ce que le parent qui a pris la décision revienne éventuellement sur cette décision. On rejoint un peu ce que je vous disais dans l'épisode 5, la tyrannie des 2 ans, dans lequel je vous préconisais de vous tenir aux décisions que vous prenez. Là, je suis en train de vous dire qu'un parent peut changer sa décision. Mais je ne me contredis pas. Les parents peuvent revenir sur leur décision en expliquant pourquoi. Et c'est très très important d'expliquer pourquoi. Sans ça, effectivement, votre figure d'assurance, de confiance et de stabilité, et donc votre autorité, va en prendre un coup. Si vous expliquez pourquoi vous avez une décision et pourquoi vous prenez la décision contraire, vous conservez votre figure de stabilité, de confiance et d'assurance. Donc c'est seulement le parent qui a pris la décision qui peut se contredire lui-même. Je voudrais finir cet épisode en vous rassurant. Se contredire est facile, et je dirais même naturel. Il est impossible d'être toujours d'accord avec l'autre. Sinon, vous êtes une seule et même personne. Les désaccords sont complètement normaux, et ils font partie de la vie. Ce qui l'est moins, ce sont les disputes et les cris. Mais sur ça, vous pouvez agir. Et puis, sûrement qu'au début de la relation que vous avez avec votre coparent, ce sont justement les différences qui vous ont attiré. Les couples en général se complètent. L'un va être bordélique, l'autre super organisé. L'un anxieux ou anxieuse, l'autre détendu. L'un extraverti, l'autre introverti. Le problème est que lorsqu'on devient parent, il faut être aligné et faire bloc. Et ce n'est pas intuitif. Loin de là. L'éducation des enfants n'est pas intuitive. Donc on remédie à ça en communiquant, en discutant de façon constructive et efficace et en donnant le droit à l'erreur à l'autre. Vous êtes une équipe, vous progressez ensemble dans votre parentalité. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!